Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Chaque semaine, nous faisons vivre les idées au travers des livres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons faire vivre deux idées qui sont très célèbres, mais plus rares lorsqu'on cherche à les penser conjointement, l'écologie et la politique. Qu'est-ce que ça donne? Deux philosophes se sont penchés sur cette question. Serge Audier, La Cité écologique pour un éco-républicanisme. Vous êtes maître de conférence en philo à la Sorbonne. Et à côté de vous, Corinne Pelluchon. Bonjour Corinne Pelluchon, vous êtes également philosophe, vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel et vous publiez Les Lumières à l'âge du vivant. Et tout d'abord, Corinne Pelluchon, je vous propose de nous dire ce que sont les Lumières. Alors les Lumières, on peut les définir à la suite de Michel Foucault comme une attitude, un rapport critique au présent qui permet de définir les tâches les plus urgentes du présent et ce faisant d'essayer d'y répondre. Donc il y a l'idée que l'avenir n'est pas clos d'avance, que l'on peut prendre en main son destin et cela passe à la fois par un effort individuel d'émancipation, d'affranchissement d'un certain nombre de représentations périmées, usées, voire dangereuses et aussi ça passe par un effort collectif consistant à changer le sens des significations, à travailler sur les institutions, réorienter l'économie et les finalités de l'État. Mais alors, dans nos imaginaires, Corinne Pelluchon, lorsqu'on parle des Lumières, on pense par exemple à la raison, au libre arbitre, à la démocratie. On a raison? Oui, on a raison parce que les Lumières sont associées à juste titre à l'autonomie, à la démocratie, à la rationalité, y compris à une rationalité technoscientifique, à un projet de maîtrise de la nature. Mais il faut voir qu'à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, la nature était une géante et l'humain le prolétaire de la création. Et il n'y avait pas les techniques que nous avons. Donc, entre le XVIIIe siècle et nous, les conditions écologiques, les technologies ont changé. Nous avons beaucoup plus de puissance. Notre poids démographique a changé. Et il y a aussi Hiroshima, Auschwitz, donc l'effondrement de cet idéal d'un progrès général de l'humanité par la raison. Donc, il faut prendre, si l'on veut revisiter et même réaffirmer l'héritage et Lumières et leur projet d'émancipation, il faut à la fois renforcer leurs piliers, l'autonomie, la société démocratique, la rationalité, même l'idée de l'unité du genre humain, une seule planète, une seule humanité, une diversité de cultures, et en même temps prendre au sérieux, contester leur présupposé dualiste, cette séparation entre la raison et la nature qui, à mon avis, est peut-être le vice, pas tant des Lumières, mais de la civilisation occidentale, qu'il s'agit peut-être d'extirper comme une écharpe dans la chair, et cela signifie que finalement, et c'est la thèse de mon livre, pour affirmer les Lumières aujourd'hui, cela passe par le renforcement de leurs piliers et par la contestation du dualisme, et que c'est peut-être justement non pas adapter les Lumières à la situation actuelle, mais proposer de nouvelles Lumières. Et Serge Audier, si je vous demandais de définir ce qu'est l'écologie, c'est un terme qu'on emploie quotidiennement, mais finalement pour un philosophe, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie, c'est une science qui a trouvé même son mot fondateur au XIXe siècle avec un savant marqué par Darwin qui s'appelait Haeckel, qui est une science des interactions du vivant et du milieu. Mais l'écologie, c'est beaucoup plus que cela, ou ça va au-delà de ça, puisque ça a été aussi un discours sur une nouvelle économie et un discours sur un nouveau projet politique. Et donc l'écologie ne se réduit pas au projet scientifique lui-même ou à une approche scientifique, mais a aussi une dimension politique et éthique. Cela dit... Mais alors, quand on parle de la dimension politique de l'écologie, pardonnez-moi, mais comme nous ne sommes pas philosophes, on pense à un parti politique. Chez vous, la dimension politique de l'écologie, ça signifie autre chose, Serge Audier. Oui, la dimension politique de l'écologie, c'est l'idée qu'une société peut se construire dans le sens d'une interaction sociale, dans la perspective d'une interaction sociale, mais aussi d'une interaction avec le monde vivant, avec la nature. C'est-à-dire qu'il faut englober la nature dans un projet de société.
Et cela est apparu assez tôt au XIXe siècle. On a un certain nombre de penseurs anarchistes, de penseurs socialistes, de penseurs républicains, notamment marqués par la révolution darwinienne et par le romantisme, mais aussi par le rationalisme scientifique issu précisément des Lumières, qui commencent à réfléchir à l'idée que, au fond, la solidarité est un paradigme central, non seulement pour penser les interactions dans le monde du vivant, et on avait beaucoup étudié à l'époque notamment les liens d'entraide et de complémentarité à l'intérieur du vivant, mais aussi pour penser ces liens à l'intérieur du social, et enfin pour penser ces liens non seulement à l'intérieur du vivant, mais aussi à l'intérieur du social, et penser les interactions entre le social et le vivant. Et ce qui me fascine dans cette affaire, c'est que ce sont des choses qui ont été posées assez tôt. C'est-à-dire assez tôt, il y a l'idée que la solidarité ne se limite pas au monde humain, qu'elle intègre aussi le vivant, qu'elle intègre aussi la nature. Et il y a chez un certain nombre de ces penseurs qui sont des partisans de l'émancipation et de l'autonomie, l'idée que la solidarité et la sortie d'un régime de domination doit se faire non seulement des hommes vis-à-vis des hommes ou des mâles vis-à-vis des femmes, mais doit se faire aussi vis-à-vis du monde animal et du monde vivant. Donc là, il y a quelque chose où se dessine un projet politique général qui est celui d'une sortie d'un régime de domination dans les deux registres que je viens d'évoquer. Mais alors, Corinne Pelluchon, ce qui surprend dans votre ouvrage « Les Lumières à l'âge du vivant », c'est qu'on associe, j'allais dire de manière naïve, les Lumières à la raison, donc à la science, et l'écologie, ça n'est pas nécessairement le cas. Alors, quel lien faites-vous lorsque vous pensez les Lumières, justement en redécouvrant cette période-là et cette pensée-là à la lumière de l'écologie ? Eh bien, c'est que l'écologie a une force émancipatoire considérable. Moi, je la définirais par la sagesse de l'habitation de la Terre. C'est-à-dire que, justement, penser l'écologie, non pas seulement en se focalisant sur le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais comme une manière d'exister, en l'articulant à la condition humaine, qui justement est pensée dans sa condition terrestre, charnelle, le fait que nous habitons quelque part, que nous cohabitons avec d'autres vivants, humains et non humains, eh bien tout cela bouleverse l'anthropologie philosophique qui Qu'est-ce que ça veut dire, l'anthropologie philosophique ? Conception de l'humain qui était attachée... Ça veut dire qu'en fait, on a une autre image de l'homme. Oui, qui est aujourd'hui, quand on prend au sérieux... C'est-à-dire que voilà, les Lumières, elles se définissent par un combat. Et le combat du XVIIe, XVIIIe siècle, c'était un combat pour la liberté, pour l'état de droit, pour asseoir l'État sur les droits de chaque humain et à conférer à chaque humain des droits égaux à tout autre. Donc pour cela, il fallait forger cette fiction théorique de l'individu, pris l'humain, pris abstraction faite de son appartenance terrestre. Or, nous avons gommé, ce faisant, la condition terrestre, charnelle et relationnelle du sujet. Or, justement, aujourd'hui, il est temps, avec les Lumières et non pas contre elles, de reprendre leur projet d'émancipation en tenant compte de, justement, cette condition terrestre et charnelle, du fait que nous sommes interdépendants et que, justement, nous vivons, nous cohabitons avec les autres vivants. Nous avons une responsabilité qui va donc modifier de l'intérieur cette liberté, pourtant chérie par les Lumières et encore célébrée aujourd'hui. Mais alors, justement, parce qu'on a là aussi une image très rationaliste des Lumières et on se dit que l'écologie, c'est plutôt ce qui passe par les émotions, par les sentiments, par... Alors justement, je vous vois faire la moue. Expliquez-nous comment vous associez les deux choses. Alors d'abord, les Lumières sont diverses. Il y a les Lumières allemandes, françaises, écossaises. Il y a des divergences entre elles, il y a des tensions. Le livre d'Antoine Lilti, pour cela, l'héritage des Lumières est tout à fait bénéfique pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les Lumières, c'est vraiment... l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire de l'écologie, non pas un fardeau, non pas un gouvernement par la peur, une organisation où nous n'aurions que des réglementations juridiques, économiques contraignantes, mais de faire en sorte que la dimension, l'écologie, si vous voulez, elle a une dimension sociale, l'organisation des modes de production, il y a des remaniements structurels, économiques, politiques, en jeu à l'horizon de la promotion d'un modèle de développement plus juste et plus soutenable. Mais il y a aussi un remaniement psychique. Il faut revoir, changer nos manières de nous penser, de penser nos interactions
relation avec les vivants. Et moi, ce que je fais, et ça c'est vrai que ce n'est pas l'idée la plus répandue, c'est que pour moi l'écologie est la chance d'un nouvel humanisme, d'un humanisme de l'altérité et de la diversité. J'avais utilisé ce terme en 2011 déjà dans un livre qui s'appelait Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, c'est-à-dire qui prend l'humain, parce que c'est à partir de l'humain qu'on protège la nature et les autres vivants, mais qui pense l'hétérogénéité et les différences des types de vie. Et donc, ce faisant, on rompt quand même avec le rationalisme des anciennes Lumières, lequel était un peu hégémonique, un peu abstrait et même impérialiste, puisqu'il ne faut jamais oublier les critiques adressées aux Lumières par les postmodernes, les postcoloniaux, les féministes, qui ont accusé à juste titre les Lumières d'être eurocentrées. Serge Audier, même question pour vous, mais avec la République. Vous parlez d'éco-républicanisme. Et là, on a envie de comprendre quel lien on peut faire entre l'écologie et un régime politique, a priori, qui ne réserve pas de grande place, sauf erreur de notre part, à la nature. Le républicanisme naît dans l'Antiquité et a été théorisé dans l'Antiquité comme un régime qui vise le bien commun, l'intérêt général. Et il y a une sorte de dichotomie fondamentale entre les mauvais régimes qui visent l'intérêt particulier des gouvernants et les bons régimes qui visent l'intérêt général, l'intérêt commun. Ce thème du bien commun, du bene comune, a été très important dans l'histoire médiévale et renaissante italienne et a structuré un imaginaire politique fondé sur la liberté et l'émancipation et sur l'idée de l'intérêt général, le bien commun. Et cette idée-là, je crois qu'elle est absolument structurante dans les débats d'aujourd'hui. Et beaucoup d'écologistes sont des républicains sans le savoir, et beaucoup de républicains ne le sont pas tant que cela. Je veux dire par là que cette dichotomie entre intérêt particulier et intérêt général structure, à mon avis, profondément beaucoup de visions et beaucoup de combats autour de questions d'écologie, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on pense dans l'horizon d'une solidarité générale, ou est-ce qu'on pense dans l'horizon égoïste de soi-même ou de sa propre nation? La structuration, l'opposition entre intérêt général et intérêt particulier est très importante, et selon moi, elle doit s'élargir effectivement, comme le dit Corinne Pelluchon, à la question du vivant, et je le dirais d'autant plus facilement que, y compris dans les Lumières, c'est ça qui me fascine personnellement, on trouve déjà des anticipations très profondes d'une sortie du dualisme. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné parmi les grands penseurs des Lumières, c'est Voltaire. Vous avez beaucoup de textes de Voltaire sur la condition animale, sur la souffrance animale, sur le problème du végétarisme. C'est vrai, il s'intéressait déjà à ça. Absolument, oui. Et de manière très forte. Et là, je vois un point de jonction très important, parce que dans le combat des Lumières, il y a un combat qui est très sous-estimé par les anti-Lumières et les critiques de Lumière, c'est la question de la souffrance. Voltaire se battait contre tout ce qui était souffrance violente infligée aux autres êtres vivants. Et parmi ces êtres vivants, il y avait aussi les animaux. Bien entendu. Autre question, évidemment, Rousseau. Oui, et Rousseau avait le sens de l'intérêt général chevillé au corps. C'était un vrai républicain, contrairement à Voltaire, qui n'était pas pour un régime républicain. Et Rousseau avait tout à fait aussi le sentiment que le clivage homme-nature et un certain nombre de relations de domination au vivant devaient être dépassés. Et moi, je vois là la matrice d'une réflexivité critique de la modernité. Il y a dans la modernité un geste de domination qui a conduit à un certain nombre de catastrophes, mais il y a aussi dans la modernité un geste, je dirais, de réflexivité critique qui fait que la question de l'émancipation va jusqu'à porter sur l'institution même de la société. Quel type de société voulons-nous construire? Et là, ça va très loin dans le questionnement, et c'est pour ça qu'à mon avis, on ne doit pas rompre radicalement avec la modernité. Corinne Pelluchon. Tout à fait d'accord. J'ajouterais qu'il y a, si vous voulez, dans la jeunesse du nihilisme, de ce qui a provoqué cette industrialisation forcenée de la nature, cette réification sans précédent des vivants, cet assujettissement des vivants qu'on voit aujourd'hui dans l'élevage intensif et autres, les totalitarismes du XXe siècle. Il y a quelque chose quand même de spécifique à la modernité tardive, au XXe siècle. Il y a quand même ce qu'on a appelé, avec les pères fondateurs de la théorie critique, qui sont allemands d'origine et qui ont vécu le nazisme, eh bien, il y a une rationalité instrumentale où la raison devient un instrument de calcul, s'ampute de la dimension morale, où on ne voit plus les finalités, le sens de l'existence, ce pourquoi on fait les choses, et où les techniques elles-mêmes ne sont plus adossées à un projet qui a du sens pour la collectivité, pour l'individu. Et là, on voit qu'il y a entre le
le XXe siècle et les Lumières une rupture majeure. Car Rousseau, qui est l'inventeur du mot perfectibilité, l'humain est indéterminé, il se modifie, il doit se perfectionner, eh bien il montre, un, que c'est ambivalent, que ça peut être négatif, et deux, qu'il faut une éducation, qu'il faut des institutions et que c'est adossé à un projet qui tourne les techniques vers des finalités civilisationnelles. Or, la bombe atomique et tout un tas de technologies, et on perd le sens pour lesquels elles sont, leur sens, c'est finalement le diktat du profit qui engendre tout cela. Il y a quelque chose qui doit être pensé. Il faut prendre au sérieux cette culture de mort qui a abouti à Auschwitz, Hiroshima et aux abattoirs dans cette industrialisation forcenée et cette déshumanisation. Et je crois qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui, dans cet humanisme blessé qui est le nôtre, de regarder en face ce qu'est devenu la raison et comme le faisait Husserl, le père fondateur de la phénoménologie, de rapporter, un philosophe allemand majeur, de rapporter les opérations de la science qui, dit-il, sont des habits du réel mais qui peuvent le déguiser, de les rapporter au monde de la vie. Au monde de la vie qui est le sol intersubjectif commun que nous avons, et puis aussi à ce que moi j'appelle le monde commun, qui est à la fois fait des générations passées, présentes et futures, et qui est fait aussi de tout ce qu'on hérite du patrimoine naturel et culturel, et qui donne une épaisseur à notre existence et un horizon, un sens aussi à notre existence. Et l'écologie peut être pensée de manière non idéologique, mais comme une autre réflexion sur la condition humaine, l'occasion de rabattre les cartes à la fois au niveau individuel, des structures mentales, et au niveau des finalités du politique et de l'organisation et du partage du pouvoir. Serge Audier et Corinne Pelluchon, je vous propose d'accueillir maintenant notre invité. Alors à ceci près que c'est l'invité que l'on n'a pas pu inviter, puisqu'il s'agit d'un grand nom de l'histoire de la pensée de notre pays, Montaigne. Montaigne et ses essais. En 1572, Montaigne débute la rédaction de ses essais et il va les poursuivre jusqu'en 1592, date de sa mort. Comment faut-il les lire, Corinne Pelluchon? Et dans la perspective qui vous intéresse tous les deux, l'écologie, qu'est-ce que Montaigne nous permet de penser à ce sujet? Il y a par exemple au livre 2, l'Apologie de Raymond Sebon, qui est un des ouvrages les plus magnifiques sur les animaux. On n'a pas besoin d'affirmer l'indignité des animaux pour affirmer la dignité de l'humain. Et il parle du fait que l'intelligence des animaux, elle existe, mais souvent on ne la comprend pas. Donc il y a vraiment cette idée d'une hétérogénéité, d'une diversité des accès au réel, qui est une chance. Et je crois que ça, c'est vraiment un humanisme de la diversité et de l'altérité qui est chez Montaigne. Donc c'est notre père. Justement, Serge Audier, parce que lorsqu'on songe à Montaigne, lorsqu'on songe à l'histoire de la pensée, c'est à la fois quelqu'un qui a énormément réfléchi à ce qu'était l'homme, mais aussi, justement, par exemple, au règne animal. Absolument. Il y a là, avec Montaigne, l'idée qu'il y a peut-être plusieurs modernités. Vous savez, Descartes est considéré comme le fondateur de la modernité, mais avant, il y avait la modernité de Montaigne, et cette modernité, elle est fondée quand même sur le scepticisme. Absolument. Et le scepticisme, c'est vraiment une rationalité critique qui est extrêmement utile aujourd'hui encore pour penser les avancées technologiques, qui sont peut-être aussi parfois des pseudo-avancées. Et donc, cette rationalité sceptique, si je puis dire, est un apport fondamental de Montaigne qui allait de pair avec une capacité de décentration. Il y avait ce fameux texte sur les cannibales qui disait que quand même il fallait décentrer l'Occident. Il y a des textes il faut rappeler ce qu'il disait à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y avait un mépris pour les sociétés primitives dites cannibales, et Montaigne est un de ceux qui, avant Rousseau, et il a beaucoup marqué Rousseau, commence à porter un regard d'intérêt et de fascination sur ces sociétés qui étaient non seulement stigmatisées, mais qui étaient écrabouillées. Et donc il y a un rapport de réflexivité critique à ces sociétés autres qu'occidentales. Il y a un rapport aussi de réflexivité critique vis-à-vis des animaux, puisqu'il dit que nous sommes dans une logique de domination alors qu'il faut réhabiliter l'intelligence des animaux et les sentiments des animaux. Et au fond, à tel point qu'il y a un fameux texte où il dit « c'est ma chatte qui joue avec moi plutôt que moi qui joue avec ma chatte ». Et donc, il y a chez Montaigne des éléments d'une rationalité critique et de décentration qui, à mon avis, sont fondamentaux pour penser cette modernité critique qui n'est pas cette modernité de la domination technologique qu'on vient d'évoquer. Mais alors,
Corinne Pelluchon, est-ce qu'il est possible d'être optimiste aujourd'hui, parce qu'on voit à quel point la technique est aujourd'hui dominante à l'échelle de la planète. La pandémie n'est pas là non plus pour nous rendre plus optimistes. Comment est-il possible justement de retrouver le sens des Lumières aujourd'hui? Alors moi, je distinguerais l'optimisme et l'espérance. Bernanos disait « l'optimisme est un ersatz d'espérance ». C'est une fausse espérance achetée à bon marché. L'espérance est un horizon. Et c'est vraiment, disait-il, le désespoir surmonté. Mais il y a vraiment l'idée que je crois qu'on doit regarder en face la destructivité humaine et ce que nous avons fait et qui va nous envoyer dans le mur. Il y a une menace d'effondrement et de chaos politique majeur. Il y a l'actualité aussi avec la fragilité de la démocratie. Moi, je viens de ces philosophes allemands qui ont vécu le national-socialisme et l'effondrement de la démocratie. Et je crois que ça, c'est vraiment le point de départ de tout mon travail. Mais vraiment, je crois qu'on peut quand même, moi ce que j'appelle l'âge du vivant, c'est un âge dont nous avons des signes avant-coureurs, l'intérêt des personnes pour l'écologie, pour la cause animale, le désir de vivre mieux, avec peut-être moins ou autrement, je crois que ce sont les signes avant-coureurs d'un âge, d'une époque qui justement associerait l'émancipation avec le fait d'habiter autrement la Terre et se réconcilier avec sa finitude, sa vulnérabilité, sa condition humaine. Et ça, évidemment, ça ne veut pas dire que cet âge va gagner parce qu'il y a des forces contraires très puissantes, nihilistes, anti-lumière, mais il s'agit d'accompagner, c'est peut-être le travail du philosophe que d'accompagner avec une vision cohérente mais non idéologique cet âge. Et pour rajouter un peut-être anti-républicaine également. Mais surtout, la crise des années 30, c'est une crise de révolte aussi d'une partie des populations qui sont dans la misère et la crise économique. Oui. Et je pense qu'un des enjeux, évidemment, de ce que j'appelle l'éco-républicanisme et d'un républicanisme social ou d'une écologie sociale, c'est évidemment d'articuler les enjeux de justice sociale et les enjeux écologiques. Et donc, on n'y arrivera pas si on ne montre pas que l'avenir écologique n'oppose pas fin du monde et fin du mois, mais si on arrive au contraire, on y arrivera si on arrive au contraire à montrer que les deux visées peuvent s'articuler, celle de la justice sociale et celle d'une transformation écologique, ne serait-ce que par des conditions de vie, des conditions de santé et beaucoup d'autres choses, une ouverture à l'avenir qui peuvent dépasser, je dirais, un certain nombre d'aveuglements sociaux d'une certaine écologie. Serge Audier et Corinne Pelluchon, je vous propose maintenant de retrouver notre chronique en partenariat avec le Centre national du livre pour prolonger notre réflexion sur l'écologie. Voici d'autres livres qui évoquent cette question. Un premier livre pour poursuivre notre réflexion, l'Anthropocène, contre l'histoire ou le réchauffement climatique à l'ère du capital. L'universitaire suédois Andreas Malm y décrit la fulgurance de l'ascension de la machine et de l'utilisation du charbon au début du 19e siècle pour mieux fustiger l'âpreté capitaliste. Sa solution, des mesures révolutionnaires pour mettre un terme à l'économie fossile, coupable du réchauffement de la planète. Dans l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc, l'auteur fait tout pour mettre en pièces le mythe de l'Éden africain et ses grands parcs naturels qui s'étendent du Congo à l'Afrique du Sud. Archive à l'appui, le livre pointe les contradictions des pays riches qui détruisent chez eux ce qu'ils croient protéger là-bas. Et puis, Éloi Laurent, et si la santé guidait le monde, s'interroge-t-il. Pour l'auteur, c'est bien notre santé qui doit devenir l'alpha et l'oméga de notre siècle. La garantie de la bonne poursuite de l'aventure humaine. Respectons donc les écosystèmes en rejetant les folies économiques du moment. Enfin, le très attendu « Où suis-je » de Bruno Latour. Pour l'anthropologue, le temps des bascules est arrivé et il est illusoire d'attendre un déconfinement pour revenir au monde d'avant, aux terrestres désormais, comme il les nomme, de regarder et d'explorer le sol, ce sol où ils vivent. Eh bien, merci beaucoup à nos invités. Serge Audier, La Cité écologique pour un éco-républicanisme, c'est publié aux éditions de La Découverte. Et Corinne Pelluchon, Les Lumières à l'âge du vivant, c'est à retrouver aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux et merci
à nos téléspectateurs. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.